Bonsoir. De façon un peu sans doute exceptionnelle, on est à l'heure. Donc merci d'être là, d'être venu nombreux, puisque quasiment toutes les places sont occupées. Donc on est très, très contents. Merci surtout à la ville de Sète, à Stéphane Daroux de nous avoir invités, et à Sébastien Charles d'être là et de s'occuper un peu aussi de l'événement, si on peut dire. Donc je ne connais pas très bien la programmation depuis des années de Sète, mais il me semble que c'est quand même assez rare qu'il y ait des rencontres autour de Pierre Soulages. Et donc je suis très heureux de pouvoir être un peu à l'initiative, d'une certaine manière, de cette rencontre d'aujourd'hui, autour du livre de Nathalie Raymond, qui est à côté de moi. Donc, ce livre Pierre Soulages, en intimité de l'œuvre de Pierre Soulages, qui est prolongé par un certain nombre d'entretiens dont nous allons parler. Donc, Nathalie Raymond est une amie de très longue date de Pierre et de Colette Soulages. Elle les a suivis, je dirais, à la fois dans leur vie ici sétoise, mais aussi dans beaucoup d'expositions. Elle a été enseignante à l'université d'art plastique et sciences de l'art et commissaire d'exposition. Elle a travaillé en particulier avec des artistes chinois ou organisé des expositions en Chine, c'est ça? Voilà. Donc comme j'ai un ami avec lequel on va travailler sur Paul Valéry et la Chine, et voilà, qui est là. Donc les fils se mettent les uns à côté des autres, s'entrecroisent. Et donc Nathalie Raymond a déjà écrit un livre aux éditions Adam Guiraud sur Pierre Soulages, La lumière et l'espace, et dont elle va nous parler un petit peu tout à l'heure, mais je crois que pour commencer, elle va présenter son livre, et puis ensuite je me poserai un certain nombre de questions. Bon, alors, je vais vous lire un texte. Ce sera plus simple pour présenter mon livre. Demain, cela fera 1 an que Pierre Soulages est mort. Un hommage national lui a été rendu dans la cour carrée du Louvre le 2 novembre 2022. Et ces obsèques ont eu lieu au cimetière Montparnasse le 4, tout près de son premier atelier parisien, qui était situé dans le 14e arrondissement, rue Schœlcher. Il s'est ensuite installé dans le 5e arrondissement de Paris, mais il venait chaque été à Sète, la ville que Colette, sa femme, lui avait fait découvrir en 1941. Alors, je cite avec à l'esprit le poème de Paul Valéry. « Je suis allé au cimetière marin, racontait-il. Plus tard, près d'un lieu de cinéraire et de gravat, j'ai découvert un immense horizon. En 1959-60, il y a, comme il le dit, planté sa maison et son atelier. Depuis quelques années, il y séjournait presque tout le temps, et c'est là qu'il a créé sa dernière peinture, en mai 2022. D'accord. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir rendre un discret hommage à Pierre Soulages dans la ville où il a terminé sa vie. J'ai vu pour la première fois une œuvre de Soulages à Saint-Paul-de-Vence en 1974 et j'ai rencontré le peintre en 1976 lors d'un colloque au Musée d'art moderne et d'industrie de Saint-Étienne. Ensuite, je n'ai cessé de suivre son travail. J'ai écrit un premier ouvrage en 1999, Soulages, La lumière et l'espace, et en 2014, une courte nouvelle. J'ai fait de nombreuses conférences sur les créations d'artistes à Paris, lors de mes cours, à l'université Panthéon-Sorbonne,
à l'Institut des hautes études d'histoire de l'art, au musée de Troyes, à l'Institut français d'Athènes, à Chicago, à l'Université de Santiago du Chili et dans 2 universités chinoises. J'ai assisté à l'inauguration de ces vitraux de Conques, au vernissage de ces expositions à Paris, à Lyon, à Saint-Pétersbourg, en Suisse. J'ai visité longuement son musée à Rodez et les salles qui lui sont consacrées au musée Fabre de Montpellier. Je suis allée de nombreuses fois au Salon Carré du Louvre admirer l'exposition fêtant son 100e anniversaire. J'ai eu aussi le privilège de mener de nombreux entretiens passionnants avec lui. C'est un peu ce que je raconte dans cet ouvrage. Mais le plus important, ce que je m'efforce d'expliquer dans ce livre, c'est le plaisir que j'ai à regarder encore, regarder toujours une œuvre de Soulages, et puis une autre, et puis encore une autre. Car c'est ainsi seulement qu'on arrive à voir à quel point elles sont vivantes. C'est la façon que j'ai d'approcher, autant que faire se peut, l'intimité de l'œuvre. Ce qui se trouve au plus obscur, au plus secret d'une peinture, comme le préconisait Soulages. Cette intimité, pour lui, c'était bien sûr celle que l'artiste crée lorsque, dans la solitude de son atelier, la peinture entre ses mains se fait, il le dit, qu'il en observe les commencements, les événements successifs, en traque les surprises et en accepte ou non le résultat. Mais les œuvres se font aussi sous le regard de ceux qui les observent, un contact secret, une intimité s'établit. Ce que j'aime, disait Pierre Soulages, c'est sentir chez quelqu'un qui parle d'une œuvre le plaisir ou l'intérêt qu'il a dans ce contact. Et c'est peut-être pour cela que j'ai besoin de parler, de raconter par écrit le plaisir que l'on peut éprouver à voir les peintures, les gravures, les vitraux de Soulages se faire ou se refaire d'une certaine manière sous nos yeux. Grâce à Pierre et Colette Soulages, j'ai pu écrire devant peinture 79,5 par 81 cm, 3 février 1996, c'était les titres qu'il donnait à ses œuvres toujours, un outre noir qu'ils ont eu la générosité de me prêter pour 2 mois, en 2021-2022. Regardez vivre chez moi une peinture de Soulages, sous la lumière d'un matin clair, d'un après-midi brumeux, d'un soleil doré d'automne, d'un ciel encombré de nuages ou balayé de vent, d'un temps de pluie, mais aussi sous la lumière électrique, ce fut une aventure inouïe. Et raconter cela ne fut pas simple, car, comme il l'a dit très justement l'artiste, en fait, ce qui se passe sur un tableau, qui d'objet devient tout à coup quelque chose de vivant, me paraît échapper au mot. Il y a pourtant une poésie de la peinture qu'il faut pouvoir expliquer avec nos faibles mots. La poésie, selon Paul Valéry, peut être analysée à l'aide de ce qu'il nomme la poétique ou poïétique, qui est, dit l'écrivain, la notion toute simple de faire, le poème. Soulages
avait forgé en écho le néologisme pictique pour décrire ce qu'il nommait l'œuvre se faisant, même s'il y a d'autres lancers. Valéry distinguait le tête-à-tête du créateur avec son œuvre en formation des effets que celle-ci produit sur ce qu'il appelait le consommateur, placé brusquement face à elle. Marcel Duchamp convoquait le regardeur. Soulages, quant à lui, insistait sur le triple rapport qui s'établit entre la chose peinture, celui qui l'a produite, et ceux qui la regardent. Ainsi, en tant que regardeur, regardeuse, j'ai fait l'expérience directe de l'outre noir qui recouvre la toile, observant l'œuvre de fond, d'un peu loin, en m'en approchant pour l'étudier de près, la guettant du coin d'œil, la caressant d'un doigt imaginaire pour mieux percevoir les mouvements de sa surface obscure. Alors, le noir devenait moins noir, et ses éclats plus intenses projetaient ses couleurs de lumière en m'englobant dans l'espace pictural. Désormais, peinture 72,5 par 80 cm, 3 février 1996, n'est plus chez moi. Me restent les musées. Demain, j'irai à Rodez voir l'exposition des derniers Soulages 2010-2021. Alors, j'évoquais tout à l'heure le premier livre que tu as écrit, Soulages, la lumière et l'espace, qui date donc de 1999. Et est-ce que tu peux nous en dire un mot de cet ouvrage, d'abord des conditions dans lesquelles il a été écrit, de l'intention qui était la tienne, justement, en donnant, je dirais, comme titre à cet ouvrage, non pas la référence qui est effectivement pour tout le monde la plus banale, c'est-à-dire celle du noir, et celle de la lumière. Eh bien, j'avais à Don Bureau, je lui avais envoyé un projet, en fait, et ça l'avait intéressé. Enfin, je lui avais envoyé en quelque sorte mon manuscrit. Et ça l'avait intéressé, et donc il a dit, bon, allez, on y va. Et il a commencé à demander à un graphiste de mettre en forme l'ouvrage avec des images, etc. Et on a travaillé finalement avec le graphiste et avec les Soulages. C'est ça qui a été extraordinaire. C'était à Paris, l'éditeur a été rue Sévigné. Soulages est venu en discuter avec lui, et puis le graphiste est venu dans l'atelier de Soulages dans le 5e, à rue Saint-Victor, et puis Soulages nous a invités avec la metteuse en forme de l'ouvrage à 7, et on a discuté avec lui, montré les projets, moi je donnais mon avis, lui aussi, enfin. Donc ça a été un travail extraordinaire parce que le livre, il a été fait avec des photos que prêtait Soulages, mon texte qu'il aimait, et puis la mise en forme, on était assez complices, j'allais dire, Soulages et moi, sur la façon de mettre les choses en images. Et donc le livre était, je trouve, assez beau, même si, comme dans tous les livres, il y a quelques petites erreurs. Et puis, je suis revenue à 7 plusieurs fois à cause de ça, parce que j'ai découvert la maison, j'ai découvert l'atelier que je connaissais, l'atelier parisien, mais je ne connaissais pas celui d'ici. Et Colette et Pierre m'ont même emmené nager
sur la plage un peu plus loin. À l'époque, Soulages conduisait sa voiture et donc il m'avait emmené avec sa femme et on avait nagé, il faisait beau, la mer était calme et on parlait en nageant. On parlait de peinture, on parlait de lumière. Alors pourquoi la lumière et l'espace? Parce que précisément, je l'ai un petit peu dit là, en finale, le noir de Soulages, sous les différentes lumières du jour, change de couleur. Il renvoie des reflets en quelque sorte, et c'est vrai que ça crée un espace devant le tableau. Non seulement le tableau bouge, alors qu'évidemment sur les photos on ne s'en rend pas compte du tout. Comme je dis un peu dans mon texte, les problèmes que pose la photographie, Soulages en avait d'ailleurs parfaitement conscience, et les photos sont déjà trop petites, elles n'ont pas le bon format, etc. Surtout, ils ne bougent pas. Alors que le tableau, lui, il est vivant. C'est vrai, c'est pas une image, il bouge en fonction du déplacement de la lumière, de notre déplacement devant. Il est parfois c'est noir et gris, après c'est gris et noir, enfin, et puis ça prend des reflets verdâtres ou bruns, enfin ça dépend du moment. C'est extraordinaire. Et en plus, ça crée un espace devant le tableau. Le tableau, il n'est pas plat. Il est, d'abord, il a un relief réel, mais en plus, il est projeté devant. Et c'est vrai qu'on est dedans. Et se sentir dans un tableau, c'est une expérience extraordinaire, en fait. Et c'était la raison, au fond, de ce titre, en fait, chez Miro, La lumière et l'espace. Et c'est une des raisons de l'intimité du titre de ce deuxième ouvrage, c'est il nous prend. Et on est dans son intimité, en quelque sorte. Et ça, c'est ce que je dis, et il faut aller voir les peintures de Soulages pour les aimer, en fait. Alors, dans le livre, dans notre livre, il y a toute une série pas de chapitres, ça ne s'organise pas comme ça, mais disons de moments. Donc le premier moment, c'est un certain nombre d'expositions, donc temporaires par principe, auxquelles tu te rends, que tu visites et dont tu rends compte. Deuxième moment, c'est une série de lieux. Donc c'est bien ce que tu évoquais tout à l'heure, le musée Fabre, là des lieux où les œuvres sont présentes de manière quasiment continue. C'est Rodez, et c'est aussi le musée du Louvre, en raison effectivement du nombre d'expositions qu'il fera au Louvre, avec des logiques d'ailleurs assez différentes. Il y a donc un troisième moment, on va dire, qui est donc ce que tu as décrit devant la peinture, 72,5 multiplié 80 cm, 3 février 96. Donc ça, c'est un autre moment. Puis ensuite, il y a très brièvement tes dernières rencontres avec Colette et Pierre Soulages, donc octobre 2022, donc une sorte de manière de saluer en quelque sorte l'un et l'autre. Et puis le dernier chapitre, le dernier moment du livre, ce sont les entretiens. Alors, on va commencer peut-être par le premier, cette série de rencontres, donc des expositions. Qu'est-ce qui te paraissait important dans l'évocation de, par exemple, l'exposition à Lyon, l'exposition à Granada, l'exposition au Santiago du Chili, etc. Est-ce que c'est justement, par exemple, le fait que les accrochages diffèrent, que les lumières diffèrent, que finalement la manière dont se présente l'œuvre, ces différents lieux vont générer effectivement des perceptions différentes, ou à l'inverse, est-ce que tu retrouves dans ces différents lieux quelque chose de commun, quelque chose que tu vas pouvoir en quelque sorte percevoir de façon homogène? Alors, les expositions, il y en a beaucoup dans lesquelles Soulages m'a invité. Par exemple, à Toulouse,
le musée des abattoirs c'était l'inauguration, d'une certaine façon, et il y a eu une exposition Soulages. Alors il m'avait invité parce qu'il savait que j'aimais sa peinture et qu'il avait envie de me montrer son travail à ce moment-là. Et c'était dans un espace très particulier, qui est l'espace de l'abattoir, des abattoirs, qui est un bâtiment en briques roses et avec des salles à l'intérieur qui sont certaines assez sidérantes parce que encore en briques roses et d'autres plus traditionnelles, fameux cubes blancs en réalité dans lesquels sont installés les œuvres. Et c'était une manière de rencontrer le travail et de découvrir, parce que c'était les dernières peintures qui pour moi étaient formidables. Et puis, par exemple, au Louvre, dans son exposition devant la bataille de San Romano de Cielo, c'était sidérant. En gros, ça n'avait rien à voir. Et en même temps, Soulages m'avait traîné, je vais dire, devant ces deux tableaux pour m'expliquer pourquoi il les avait mis ensemble. Et il m'a fait voir dans le Uccello des lumières que moi je n'avais pas vues. Et il m'avait dit, vous voyez, c'est avec ces lumières-là que ça dialogue. Et à ce moment-là, j'ai compris la peinture autrement, grâce à lui en fait. Aussi bien la sienne que celle de Uccello, qui en fait, il y en avait une qui était verticale, l'autre qui était horizontale, il y en avait une qui était en noir, l'autre qui était d'une sorte de couleur, etc. Il y avait une qui était abstraite, l'autre qui était complètement figurative. Et néanmoins, il y avait un dialogue qui s'établissait. Quand il y a eu l'exposition avec les photos de Le Gray au musée d'Orsay, c'est pareil. Vous aviez un énorme, très grand tableau noir et blanc de Soulages, et à côté, une toute petite photo. Les photos, elles avaient un format, enfin, ça n'avait rien à voir. Mais là aussi, il y avait la lumière et l'espace. Il y avait dans la photographie la lumière qui est l'outil même du photographe, et l'espace, ça représentait finalement des vues de la Méditerranée à 7 ou à côté. Et la peinture de Soulages, il y avait la lumière du noir, et il y avait la lumière de l'opposition noir et blanc, qui se dialoguait et qui s'interpellait d'une certaine façon. Et là encore, en fait, il m'a fait comprendre, au-delà de ce que les choses peuvent présenter ou représenter, ce que le tableau est en train de se faire devant nous. Et ça, c'est une expérience évidemment inouïe. Le musée Fabre, les installations des œuvres au musée Fabre, c'est encore autre chose. Il y a beaucoup participé. Il a même participé à la création d'une espèce de verrière qui, on dirait, qui est laiteuse en fait, et qui éclaire, qui fait qu'il y a un éclairage absolument, pour moi, parfait des œuvres de Soulages, parce que il n'y a pas d'orientation. Ce qui est gênant, en fait, c'est sur un tableau, en général, c'est l'orientation du spot. Et là, il y a une sorte de... Ça baigne dans une lumière, et qui fait que la lumière des œuvres se crée devant nous en fonction du passage qu'on a. Et en plus, on peut regarder les détails, reculer. Enfin, moi, je dois dire, probablement l'accrochage pour moi le plus remarquable. Alors justement, tu parlais du Louvre. Est-ce que tu peux revenir sur justement les différents accrochages au Louvre? Parce qu'il y a eu énormément 3 que tu cites, si mes souvenirs sont exacts. Oui, alors le premier qui était, comment dirais-je, dans le cabinet des dessins, je ne sais plus la date, enfin c'est il y a longtemps. Il était confronté
c'était sur l'idée des politiques, en fait. Il y avait des sortes de politiques médiévaux, d'artistes très différents. Et à l'entrée, un grand soulage, avec son revers aussi. Hein, il y avait un devant et un derrière. Et là, c'était pareil, en fait, cette espèce de manière qu'il avait non pas de se situer dans la tradition picturale du musée, mais de montrer que les œuvres avaient une existence propre qui pouvait dialoguer avec les œuvres d'ailleurs ou les œuvres d'autres temps. Et donc, moi, ça m'avait là aussi tout à fait étonné. Et puis ensuite, il y a eu avec San Romano, et puis bien sûr l'accrochage du centenaire, où c'était un peu un résumé de son œuvre avec quelques peintures des différentes périodes, des peintures noires, mais aussi des peintures aux couleurs peau noire, et l'accrochage et l'éclairage, il s'était bataillé hein, avec le musée à cause de la lumière, justement. Et il y a eu des fenêtres qui ont été occultées, d'autres qui ont été voilées avec une sorte de tissu pour rendre justement une teinte laiteuse. Et puis il a beaucoup fait attention à l'accrochage des lumières en hauteur. Voilà. Est-ce que vous faites en mémoire le film Musée Soulage pour les vitraux. Oui. Oui, il était la présentation de son travail était très importante et il avait raison. Pierre Soulages n'était pas un théoricien de son propre travail, parce que je ne connais pas de texte théorique de lui. Par contre, il a fait de très nombreux entretiens. Beaucoup ont été rassemblés par Jean-Michel Lanoux dans une collection chez, j'ai oublié le nom des titres, bon, peu importe, et d'autres ont été publiés séparément, ils ne sont pas tous là, et donc nous on en a publié au moins trois moments différents, 3 entretiens. Comment se sont faits ces entretiens, dans quel état d'esprit il était quand tu l'interrogeais, etc. Comment ça se passait? Écoute, le premier entretien, c'est ce que j'ai appelé l'entretien de 7. J'étais invité à 7 et j'y suis allée avec un petit magnétophone tout bête et on s'est installé dans la salle à manger et sur la terrasse et j'ai posé j'avais préparé un peu des questions et Soulage était quelqu'un de charmant. D'abord, il aimait charmer. Et Colette, j'en ai parlé avec elle, elle me dit oui c'est vrai, il aimait charmer. Et donc il répondait très aimablement aux questions qu'on lui posait. Et puis après il déviait. Et puis il fallait le suivre. Et puis après le ramener, lui dire attendez là vous m'allumez. Et il repartait ailleurs. Et puis il y avait des expressions qu'il utilisait, qu'il avait dites à d'autres, qu'il reprenait, parfois il variait un petit peu la phrase, mais c'était quand même, il parlait très bien. Il avait une belle voix et un léger accent et il aimait parler, c'était un beau parleur aussi. Donc bon, j'ai fait cet enregistrement, ça a duré 2 jours. Et je l'ai retranscrit. Le deuxième entretien, que j'appelle l'entretien de Paris, ça a été le même principe, mais là, je suis allée chez lui,
dans sa maison parisienne, non pas dans l'atelier, mais dans la maison. Il y avait aussi bien sûr des tableaux de lui, et pas seulement. Et puis il y avait même moi ce que j'appelle des sculptures de crin de Pierre Bloch, qui étaient sur un mur. Et puis même chose, je lui ai posé des questions. Là, c'était plutôt sur son rapport au papier, parce que le premier, c'était plutôt son rapport à la matière, et là, c'était la matière picturale, et là, c'était plutôt son rapport au papier, c'est-à-dire aux gravures. Après, là, ça a duré un peu moins longtemps, ça a duré moins longtemps, ça a duré toute la matinée. On est allé déjeuner ensemble dans le bistrot du coin, et on a repris un peu l'après-midi, et même chose, j'ai retranscrit. Ensuite, ici, quand j'allais les voir, c'était la même chose, en fait. Je lui posais des questions, et il me répondait, je les retranscrivais sur papier, même de mémoire, en fait, pas forcément en les enregistrant. Ça m'est arrivé aussi de lui téléphoner, en lui posant des questions sur un point de détail que j'avais oublié, en fait. Et il me répondait très, très, très volontiers. Est-ce que tu avais l'impression qu'il parlait directement de sa peinture ou de façon le plus souvent indirecte? C'est-à-dire comme s'il tournait autour de son propre travail de peintre, ou est-ce qu'il affrontait directement dans les entretiens? Ah non, il connaissait très bien son rapport à la peinture. En fait, il en parlait très bien. Et alors, quand on était devant un tableau, il le montrait en quelque sorte. Mais sinon, il expliquait. Il avait un côté assez pédagogue. Hein. En réalité, il avait envie de faire comprendre comment ça marchait. Alors, une autre question un peu différente. On revient au titre. Ce mot d'intimité, quand on le met à côté de l'œuvre de ce qu'on peut percevoir immédiatement de l'œuvre de Soulages, de sa monumentalité, de sa force, de sa gravité, etc., mais même du noir, d'une certaine façon, on a l'impression que, justement, il n'y a rien d'intime, au fond, dans cette peinture, qui est comme une sorte de bloc, de quelque chose qui nous est donné, là, comme ça, comme un en face, et vous mettez comme titre l'intimité. Donc j'aimerais que vous me précisiez juste, et c'est pas l'intimité évidemment de la personne, hein, c'est bien l'intimité de l'œuvre dont vous parlez, donc j'aimerais que vous explicitiez ce terme que vous attribuez, qui a servi de titre à votre travail, et je pense d'axe de réflexion. Je l'ai un peu dit tout à l'heure en lisant. Hein. En fait, cette intimité de l'œuvre, en fait, c'est ça, c'est quand elle est en train de se faire sous notre regard. En fait, c'est quelque chose qui ne peut se créer que comme ça. Être devant le tableau, mettons, vous allez à Rodez, ou vous allez à Montpellier, vous vous asseyez devant un tableau, et vous le regardez. Et puis vous allez un peu à gauche, et puis un peu à droite. Et puis vous vous approchez, vous regardez un détail, puis vous vous reculez. Et à ce moment-là, vous avez une espèce de contact intime, profond, très personnel en fait, avec et que mon intimité avec un tableau de Soulages, c'est pas la même que ton intimité si tu vas regarder un tableau de Soulages. C'est une intimité c'est très personnel, comme intime. Mais est-ce que, justement, est-ce qu'il y a aussi une intimité de l'œuvre, dans l'œuvre en elle-même? Au fond, c'était la question aussi qui m'intéressait, c'est pas l'intimité du regardeur face à l'œuvre, sa subjectivité entre guillemets, mais c'est aussi, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'œuvre que tu perçois comme de l'ordre de l'intime? Comme si, non, l'œuvre est ouverte, elle se donne,
elle n'est pas elle-même, c'est un peu ce que disait Marcel Duchamp, c'est le regardeur qui fait le tableau. En fait, le tableau, quand il est enfermé tout seul dans une pièce, il n'existe pas. Oui, moi je ne suis pas du tout d'accord avec la position de Marcel Duchamp. Je pense que les tableaux sont faits, existent aussi en eux-mêmes et par eux-mêmes. D'ailleurs, Soulages aussi le dit, hein, le regardeur n'est qu'un des éléments possibles de la façon dont on peut définir l'œuvre. Non, quand tu dis Soulages le dit aussi, il dit l'œuvre est une chose. Oui. Voilà. Mais cette chose, elle n'existe que quand on est devant. Certes, mais il est une chose, il n'est pas que dans notre regard. Comment dire, on n'est pas dans le regard et c'est qui pisse, c'est-à-dire la chose n'est pas ce que l'on perçoit d'elle, elle est aussi ce qu'elle est en elle-même. Et donc c'est par rapport à cela que la question de l'intimité de l'œuvre de Pierre Soulages me fait question. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont, je dirais effectivement, dont on pourrait imaginer assez facilement qu'elles ont une intimité qui s'ouvre à l'autre, qui se déploie devant le spectateur, et que, effectivement, le spectateur, avec sa propre intimité, entre l'intimité avec cette intimité, excusez-moi un peu de ces répétitions, mais il y a d'autres œuvres dont on pourrait penser qu'à l'inverse, elles se ferment au spectateur, et que c'est le spectateur qui, d'une certaine façon, va plus ou moins les construire. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que je posais la question de savoir s'il y a une intimité dans l'œuvre même, dans les œuvres même de Soulages, et où elle serait, et comment tu l'aperçois. Alors, je suis incapable de te répondre, hein, parce que j'avoue que je ne comprends pas ce que tu dis. Bon, alors, alors, je vais passer à autre chose. Je vais lire un petit passage. Et peut-être que... Vous pouvez donner votre définition, qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant comme question, mais je sais pas ce que vous faites là. Savoir s'il y a une intimité dans l'œuvre de Pierre Soulages. Comment vous pouvez. Enfin, il n'y a pas à se défendre l'homme, il y a toujours le regard de l'autre qui est difficile. Alors, laissons de côté le regard de l'autre, sur lequel il n'y a aucun doute. Il est évident que chaque regardeur vient avec son histoire, vient avec ses références, vient avec sa culture, vient avec ses goûts, et que d'une certaine manière, il va aborder l'œuvre avec ce qu'il porte avec lui. Bon, ça, c'est évident. Et que ce soit Duchamp qui le dise ou quelqu'un d'autre, ça ne change rien. C'est une évidence. Et Duchamp peut-être n'a fait que de formuler une évidence. Par contre, effectivement, est-ce que l'œuvre en elle-même porte quelque chose de l'ordre de l'intime? Est-ce que l'œuvre de Soulages porte quelque chose d'intime? Je pense que oui. Mais c'est une intimité, je dirais, qui se manifeste, à mes yeux, hein, je te répète, qui se manifeste effectivement à travers ce que tu décris, c'est-à-dire tous les jeux de surface qui se produisent dans l'œuvre et qui sont d'une certaine manière comme des petits grains, ou comment on pourrait dire ça, des sortes de tout petits atomes de quelque chose qui est en surface, mais qui, à mon avis, vient de bien plus loin, c'est-à-dire qui sont comme des façons de restituer quelque chose de lui-même. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. C'est-à-dire, c'est pas du tout une intimité psychologique, c'est pas une intimité qui pourrait renvoyer, comme chez les surréalistes, à un univers imaginaire. C'est pas une intimité qui serait de ces œuvres-là. C'est pas non plus une intimité qui passerait par un certain nombre de positions idéologiques qu'il a toujours refusé de poser. Quelqu'un qui dit, par exemple, sur un tableau, ce à quoi il croit dans la vie, ce qu'il pense. Si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui viendrait de Soulages lui-même. C'est ça l'intime, hein? Ben, évidemment, c'est bien lui qui avait le tableau. Hein, oui, mais qu'est-ce qui, de lui-même, passe dans le tableau? C'est ça la question. C'est-à-dire, voilà. Et quelle est votre hypothèse? Eh bien, qu'effectivement, ce qui est. Alors, il n'y a pas un seul Soulages. Je pense déjà, par exemple, que tous les œuvres d'avant 1979, du passage à l'autre noir, sont par le geste
par les rapports de la profondeur qu'il y inscrit, par l'entrecroisement de certaines couleurs, elle porte en elle quelque chose qui appartient de l'ordre du vécu. Bon, alors il dirait non, hein, lui il est contre. Oui, je sais. Bon, mais alors ce que je veux dire en fait, qui serait qui viendrait de Soulages, il le dit, le noir c'est la première couleur. C'est la couleur. Les premières peintures ont été faites dans le noir des grottes. Comment dirais-je, l'enfant dans le ventre de sa mère ne voit que le noir. Donc il y a une espèce de primauté, en quelque sorte, de profondeur dans cette couleur-là, qui à son avis, en fait, est fondamentale. Et je pense que c'est ça qui serait l'intimité de l'œuvre, de l'œuvre elle-même, envisagée par Soulages. C'est la question de cette première couleur, en fait, la couleur qui absorbe, la couleur qui englobe, la couleur première, Il dit, pensez que l'homme, les premières peintures ont été faites dans le noir de la grotte, c'est vrai. C'est pour lui quelque chose de primordial, voilà. Alors, je vais donc lire quand même ce passage qui va peut-être nous aider à répondre à ces questions. Donc, ce n'est qu'en m'approchant que je découvre les relations subtiles qui s'organisent entre fluidité et viscosité, transparence et opacité, contour net ou flou, surface lisse ou accidentée, et où la clarté des fonds, après avoir traversé la couche picturale plus ou moins facilement, crée par contraste la lumière du tableau. Cette lumière fine, issue de la texture même du papier et des variations colorées du brou de noir, plus ou moins liquide, est alors comme une confidence muette que la peinture me fait en toute intimité. Voilà, c'est peut-être effectivement quelque chose, la confidence, de l'ordre d'un échange d'une intimité à une autre. Donc, est-ce que tu peux essayer de commenter cette phrase, peut-être? Alors, on va continuer. Une seconde phrase. Tu vas réécrire un bouquin, un peu tout seul. Alors, c'est effectivement cette deuxième phrase, elle porte sur l'expérience du langage, quand on écrit sur la peinture. Tu en parlais tout à l'heure, et je crois que c'est intéressant aussi parce que les faibles mots. Voilà, le problème des mots face à un tableau. Il ne me reste plus qu'à décrire avec mes faibles mots les métamorphoses quotidiennes de l'ombre et des reflets sur peinture. Mes faibles mots, le langage reste malhabile pour dire exactement, par exemple, les qualités d'une matière picturale, est-elle grasse ou maigre, épaisse ou fluide, ou les deux à la fois, est-elle visqueuse, crémeuse, lourde, légère, gélatineuse, molle, rugueuse, souple, rigide, opaque, transparente, que sais-je encore. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une question importante, qui est la question évidemment de toute critique d'art au sens large du terme, c'est-à-dire comment on peut à la fois utiliser son propre langage pour rendre compte de ce que l'on perçoit, de sa propre intimité dans la relation à la peinture que l'on regarde, mais aussi de transmettre, c'est-à-dire faire en sorte que ce que l'on écrit soit perçu dans la description qu'on en fait par celui qui lit. Puisque, en fait, par exemple, si on décrit une couleur, il n'est jamais évident que celui qui lit cette description perçoive la couleur de la même manière. Ben, c'est ce que je dis un peu plus loin. En réalité, c'est ça, quand je dis visqueux, puisque tu prends ce terme, je dis visqueux, ça dépend complètement de ce que
celui qui lit entend, on comprend. Qu'est-ce que vous pensez de visqueux? Est-ce que c'est, moi je sais pas, du blanc d'œuf? Est-ce que c'est de la peinture molle? Est-ce que c'est quelque chose qui colle? Est-ce que c'est quelque chose qui coule? Enfin, ça dépend. Quand je dis vert, la couleur verte, quel est le vert que vous voyez? Et il y a des verts émeraudes, il y a des qui, comme la pierre, on prend toujours des espèces de métaphores en fait pour essayer de décrire. On dit un bleu turquoise. Qu'est-ce que c'est qu'un bleu turquoise? Quand on regarde une turquoise, est-ce que c'est toujours de cette même couleur, etc., etc. Donc on utilise des mots qu'on pense communs, mais qui ne sont pas si communs que ça, et qui renvoient là aussi à l'expérience de celui qui est en train de découvrir. Et le mot noir, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que le noir? Est-ce que c'est... Il en parle à un moment donné à propos de je sais plus quel est, je crois que c'est Jean Villard justement, à propos du Malraux. Le velours noir est plus noir que du tissu noir. Bon, qu'est-ce que c'est que le noir, à part effectivement l'absence absolue de lumière. Et à ce moment-là, c'est plus une couleur, c'est un manque. Et quand ça devient une couleur, c'est quelque chose qui absorbe beaucoup, mais qui reprend quand même. Et donc, il y a des noirs différents. Et en fonction des uns et des autres, on a une vision du noir qui n'est pas la même. Est-ce que ça sera du charbon? Ou est-ce que ça sera du velours noir? Et quel type de velours? Est-ce que ce sera du velours mat ou du velours brillant, etc., etc., etc. Voilà. Bon, je crois que maintenant on va vous laisser la parole. Je pense qu'il y a des, voilà, je pense que vous êtes nombreux à bien connaître le travail nombreuses à bien connaître le travail de Pierre Soulages et voilà, sans doute aussi interroger Raymond. Tout petit détail, pourquoi est-ce que je suis habillée comme ça? Il y a 2 ans, j'étais venue voir Soulages. Il m'avait dit « Ah Nathalie, vous êtes vraiment élégante ». Alors depuis, je porte ce vêtement quand j'allais chez lui, ou bien malheureusement quand j'ai assisté à son enterrement. Mais c'est pas pour lui, il était bien d'accord, c'est pas du tout une couleur de deuil. Voilà. Alors, j'ai le soleil, j'ai la lumière dans l'œil, mais si vous avez des questions. Oui. Oui, je reviens sur la question de l'intimité. J'ai trouvé votre échange très, très intéressant et ça m'a rappelé quelque chose. Je me souviens d'un texte, je ne sais plus lequel, parce que à propos de la découverte de l'outre noir, Pierre Soulages l'a décrit un certain nombre de fois, et puis quand il rate sa toile, il continue, il se demande pourquoi est-ce que j'ai continué, et il répond parce que ça allait loin en moi. Et je pense que cette question d'intimité, ça me fait penser un peu à je pense que Pierre-Manuel connaît cette référence à la résonance de Harun Troza, c'est-à-dire ça allait loin en lui. Donc cette intimité qu'il a avec son œuvre, nous la retrouvons, nous, dans la résonance que nous avons la même œuvre. Et c'est une profondeur qui n'est pas psychologique, qui engage l'être. C'est une résonance. Enfin, je ne sais pas, j'avais cette idée-là, je me demande ce que vous en pensez pour lancer la question de l'intimité. Alors, j'ai pas tout compris.
ça correspondait à quelque chose en moi, c'est ce qu'il disait, c'est ça. Ça allait loin en moi. Ça allait loin en moi. Et vous savez, alors il y a une chose qui moi, m'a toujours frappé aussi, c'est comment savoir quand le tableau est fini. Comment savoir le moment où on s'arrête. Et c'est peut-être ça aussi, c'est aller avec la peinture, la matière, l'outil, la surface, les accidents, etc. Continuer de peindre parce que ça va loin en lui. Et puis, à un moment, il s'arrête. Et puis, souvent, il disait, je mets de côté, je le mets à l'envers, et je retournerai le voir plus tard pour voir s'il est vraiment fini ou si j'avais raison de m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais pour moi, c'est vrai que la question de comment savoir comment on s'arrête. Alors, je repense à un truc qui n'a rien à voir, comme tu disais, mais c'est pas un théoricien de sa peinture, mais il en parle bien. J'ai un souvenir. C'était le vernissage de son exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et Jacques Chirac était venu assister à l'inauguration. Soulage l'a pris par le bras et l'a emmené devant chacun de ses tableaux. Et il lui a expliqué, il expliquait. Il y avait tous les journalistes qui étaient là, qui enregistraient, qui suivaient, etc. Je le sentais. Je voyais que Chirac commençait à m'avoir pas pris la tête, il ne faisait rien dire. Et ça a duré comme ça pendant je ne sais combien de temps, parce qu'elle était très grande, cette exposition, elle était magnifique. D'ailleurs, il y avait des œuvres, même pas seulement des noirs, mais il y avait des très très grandes œuvres bleues et noires. Bon. Et il a tout expliqué, tableau après tableau. Donc, il aimait parler de sa peinture, hein. Il aimait vraiment expliquer ce qu'il ressentait lui-même, en fait, une fois qu'elle était terminée. Oui, vous venez de l'exprimer, la peinture de Soulage est une peinture extrêmement sensible, oui. Extrêmement complexe. Oui. Et vous avez parlé, vous avez remémoré des propos de Soulage sur le noir, le fœtus, la caverne, mais tout ça c'est la vie. Et pour ma part, j'aime beaucoup Soulage, quand je suis à Fabre, je reste de très longs moments devant des toiles, vous avez l'intimité, est-ce que ça ne serait pas la vie justement? C'est-à-dire ce qu'on ressent dans la peinture de Soulage, juste en fonction du déplacement, le tableau change complètement. En fonction de l'éclairage dans la journée, le tableau change. Les sensations que l'on a, le dialogue que l'on a avec le tableau change. Voilà. On peut dialoguer avec la peinture de Soulage. Et est-ce que Soulage ne serait pas justement le peintre de la vie? Ce qui nous apporte à travers son œuvre, c'est la vie. Dans sa complexité, dans sa sensibilité, dans ce qui en fait toute la beauté aussi. En fait, moi, c'est ce que je dis, regarder une œuvre de Soulage, la regarder encore, c'est apprendre à voir. Et on apprend. À chaque fois, on découvre. À chaque fois, on redécouvre quelque chose qu'on croyait avoir vu, qu'on avait pas vu, qu'on revoit. Le mot dialogue est assez juste. Hein. C'est un dialogue évidemment sans mots. C'est un dialogue du regard et c'est un dialogue de Enfin, c'est ça, c'est vivant. En fait, on est avec quelque chose de vivant. C'est vivant par le jeu de lumière sur la texture de la peinture. Elle-même qui va nous donner justement un dialogue, parce que dans la journée, on a des changements. C'est intéressant. Et oui, mais quand ce tableau, qui n'était pas très grand, hein, le tableau qui m'avait prêté, en fait, mon appartement, il n'est pas grand non plus. Et donc, je passais devant tout le temps.
pour aller, j'allais dire, à la cuisine, pour aller dans ma chambre, etc. Et à chaque fois, je le découvrais en quelque sorte. Et je dois dire, quand il est reparti, je me suis sentie seule. Je ne peux pas dire autre chose. C'était, il y avait une présence qui me manquait. En réfléchissant à tous ces éléments-là, je crois que j'ai lu dans un des entretiens de Pierre Soulages que ce qu'il redoutait le plus dans la peinture, c'était qu'elle se fige, qu'il y ait quelque chose de figé. Et d'une certaine façon, quand je pense, comme tu dis, par exemple, qu'il a beaucoup de mal avec une certaine histoire de la peinture, on va dire, classique, et qu'il préfère, par exemple, des formes d'art, justement, liées à la préhistoire ou autre, ce qui l'intéresse, c'est que, justement, elle suscite quelque chose de l'ordre d'une sorte de mouvement. Et ce que l'on est en train de dire sur, justement, la façon dont la lumière évolue, change, passe, c'est le temps. Et le temps, c'est le mouvement. Et peut-être que la question de l'intime chez Soulages, c'est la question de cette perception de quelque chose de soi-même qui est de l'ordre d'un mouvement, quelque chose qui est un changement infime qui se produit et qu'il faut essayer de saisir et de retrouver et d'extérioriser. Parce que, par exemple, dans l'entretien avec son assistant, Dan McEnroe, comment il s'appelle, Dan? Ouais. Et dans le catalogue de l'exposition à Rodez actuellement, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est le questionnement sur pourquoi, non pas comment on dit ou quand on dit un tableau est fini, mais c'est la question, c'est pourquoi tout d'un coup, quand il travaille un tableau, que lui a apprêté son assistant, il dit non, ça marche pas, ça va pas, on recommence. Donc l'assistant repasse une énorme couche de noir dessus, surtout. Qu'est-ce qui fait que lui, à un moment donné, il va effectivement percevoir que dans le processus même du faire, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui sans doute s'est figé. Donc, qu'est-ce qui doit monter à la surface pour qu'effectivement, cette surface restitue quelque chose qui est, non pas dans la profondeur du tableau, mais dans la profondeur du peintre. Ce que disait Henri tout à l'heure. Et ce qui vient profond en moi. Et qu'est-ce qui est profond en moi? Je ne sais pas, moi je le dis comme ça, c'est une hypothèse que je pose. Ce qui est profond en moi, c'est cette sorte de perception de ce temps, de cette temporalité qui fait qu'il y a une sorte de variabilité incessante sous nos yeux qu'il faut saisir et non pas la restituer forcément telle qu'elle, comme auraient pu le penser les impressionnistes, et qu'il faut saisir et le saisir autrement. Voilà, c'est peut-être en tout cas, puisque vous me demandiez ce que j'en pensais, en creusant les choses, j'irai vers des choses comme ça. Oui, alors le temps, effectivement, d'une certaine manière, on peut dire qu'il s'est arrêté. Pierre Soulages n'est plus, il ne va pas faire de nouveaux tableaux. On pourra aller encore vivre devant les tableaux qu'il a faits, mais d'une certaine manière, pour ceux qui ont suivi son œuvre, le temps s'arrête. Et c'est un temps différent, un temps sans lui, un temps sans de nouvelles peintures. Et c'est vrai que la dernière que j'ai vue, là, qui est sur comment dirais-je, la couverture du catalogue de Rodez, et la dernière peinture que j'ai vue, elle était, qu'il avait peinte au mois de mai 2022, eh bien c'était étonnant. Pour moi, elle pétillait. Elle était lumineuse, elle était noire, bien sûr, mais elle était vraiment, elle avait une espèce elle n'était pas étincelante, elle pétillait. Et puis ça s'est arrêté. Voilà.
je voulais savoir. Oui, bonjour. Je voulais savoir dans quel but ou pour quelle raison Pierre Soulages vous avez traité un tableau pour 2 mois. Est-ce que c'était pour faire un travail dessus? Est-ce qu'il avait l'habitude de prêter comme ça des tableaux, ou si c'était quelque chose d'assez exceptionnel, ou alors les tableaux n'étaient que faits pour être vus et exposés à la lumière des musées? Écoutez, je ne sais pas s'il en a prêté d'autres à quiconque. Je sais qu'il avait dit à Colette, on va lui prêter ce tableau parce que elle est artiste et donc elle saura en parler. J'avais été extrêmement émue, touchée, et donc d'une certaine manière, il voulait m'aider à parler de sa peinture en étant devant elle, et il pensait que j'avais peut-être une sensibilité particulière devant la peinture en réalité, parce que moi-même je suis peintre. Voilà. Et il m'avait dit qu'il aimait bien ce que je faisais. Vous êtes dans les musées aussi? Comment? Vous êtes dans les musées aussi? Est-ce que vous êtes dans des musées? Moi, non, je suis incapable de m'occuper devant les tableaux. Hein. Comment dirais-je? Il faut rendre hommage à Colette Soulages, qui a été comment dirais-je, quelqu'un qui s'est occupé justement de son œuvre de manière exceptionnelle. Elle continue. Il n'est plus là, elle continue à voir les tableaux qu'il faut prêter, les tableaux qui sont exposés, chez qui ils ont été vendus, où est-ce qu'ils sont passés, etc. Je lui ai dit il y a longtemps, je lui ai dit, vous êtes un peu la gestionnaire de son travail. Il m'a dit oui. Elle me dit, lui, il peint, il a besoin de peindre, il aime pas, et puis moi, je m'occupe du reste. Vous connaissez le nombre de tableaux qu'il a peint? Le nombre de tableaux qu'il a peint? Non. Écoutez, il faut regarder, on le saura peut-être quand on regardera le dernier tome du catalogue raisonné de ses peintures, qui est en préparation, là, et donc on aura le numéro final des peintures. Mais il y a aussi des gravures, et il y a aussi, bien sûr, les tableaux, les vitraux de Conques, il y a des quantités de choses encore. Donc il n'a pas arrêté, il a vécu très très longtemps, il a commencé finalement très jeune, il a été connu juste après la guerre, et il n'a pas cessé. Il n'a fait que ça, en fait. Michel Aragon, dans son livre sur les ateliers de Pierre Soulages, a dit, donc c'est un livre des années 1999-2000, hein, donc il a quand même 20 ans passé 20 ans, mais il disait qu'il il ne produisait pas énormément, et lui avait évalué, alors je lui laisse la responsabilité des choses, je vous le dis juste parce que, effectivement, c'est quand même quelqu'un qui était autorisé pour parler de Soulages. Il parlait de 300 à 400 tableaux par an, ce qui n'est pas énorme. Ça fait en gros une trentaine de tableaux par mois. Et d'ailleurs, Soulages, souvent... Oui, mais vous savez, Claude Viala, il en fait 2 par jour. Comment? Claude Viala, il en fait quasiment 2 par jour. Donc, chacun son rythme et sa vitesse. Mais voilà. Et donc, d'ailleurs, Soulages lui-même raconte que souvent, il tourne des journées entières à attendre que quelque chose vienne et que, effectivement, il n'est pas dans une logique, on va dire, de production. Mais puis il voyageait beaucoup et il allait voir ses expositions dans d'autres pays. Il est allé, je ne sais combien de fois aux États-Unis, il est allé au Japon, il est allé en Chine, enfin, etc. Il s'arrêtait de peindre parfois pendant 6 mois parce que il a fait le tour du monde. C'était un bon vivant. Il aimait la bonne chair, il parlait très bien de la cuisine.
Il aimait le vin, il aimait bien parce qu'il avait travaillé dans les vignes près de Sète pendant la guerre. Pour échapper au STO, il était devenu clandestin en quelque sorte, et donc il travaillait les vignes. Il aimait la vie, pas seulement, enfin je veux dire, il n'était pas enfermé toute la journée dans son atelier, pas du tout, hein, il avait une vie. Donc bien sûr, moi je dis, il a aussi beaucoup produit parce qu'il a vécu très vieux. Donc il a vécu, je sais pas, il a peut-être peint pendant, il a commencé à peindre, mettons, après la guerre, puisque pendant la guerre, il ne peignait pas, donc en fait, il a commencé vraiment à peindre, mettons, en 1945, et il a continué de peindre jusqu'à 2022. Donc, c'est évidemment, il a une très grande production, même si il n'était pas. Il peignait pas tout le temps, bien sûr. Voilà. Écoutez, je tiens à vous remercier que vous ayez accepté de m'écouter. J'espère que ça vous a donné envie d'aller voir la peinture.